Bonjour à tous et merci de votre présence pour cette conférence, la première de nos conférences sur le cycle Explorer le plurilinguisme. Donc, la conférence d'aujourd'hui s'intitule « L'autobiographie langagière en contexte plurilingue, ces langues revendiquées, ces langues oubliées ». On va en savoir plus dans quelques instants. Au nom de l'Institut français de l'ambassade de France, je remercie Anna Gimenton et Michel Bert qui nous font l'amitié aujourd'hui depuis Lyon, en direct depuis Lyon, d'animer cette conférence. Donc, Anna Gimenton est maîtresse de conférence dans cette université Lumière Lyon 2. Il s'intéresse à l'exploration des différentes facettes de l'acquisition et socialisation bilingue. Et Michel Bert est également maître de conférence en sciences du langage à l'Université Lyon 2. Il travaille en dialectologie et sociolinguistique avec des locuteurs de langue régionale parlées dans la région de Lyon. Donc, quelques petites informations sur ce cycle de conférences qu'on met en place à l'Institut français. On espère tout au long de l'année, il y aura d'autres conférences. Idéalement, on va essayer d'en programmer une par mois autour de la question du plurilinguisme, du multilinguisme, du bilinguisme. On en saura plus au fur et à mesure des conférences. Évidemment, à l'Institut français du Chili, on essaye de faire valoir cette conférence dans le cadre précisément du contexte chilien. Que beaucoup d'entre vous connaissent et certains d'entre vous ne connaissent pas. Vous pourrez évidemment poser des questions. La conférence d'aujourd'hui n'est pas orientée spécifiquement sur le Chili. On aura d'autres conférences orientées sur le Chili, mais je pense que Anna et Michel, Michel nous a dit qu'il avait des informations, il était bien renseigné sur notre contexte plurilingue et multilingue ici au Chili. Ici pour présenter la conférence, Héloïse Thiolin, je suis l'attachée de coopération pour le français à l'ambassade de France, et Claire Carrère qui participe également, qui est la coordinatrice pour la coopération pour le français à l'Institut français du Chili. Donc, bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà nombreux. Quelques informations techniques. Vous avez un chat que vous avez tous repéré en bas. Donc là, vous pouvez faire les commentaires éventuellement. Je vois qu'il y a des gens qui saluent, donc merci beaucoup. Si vous avez des questions spécifiques, les questions, il y a une autre icône qui normalement est à gauche de l'icône chat. Et je vois qu'on a même des gens de Mexico, bienvenue. Depuis cette icône, alors moi je l'ai en anglais, ça s'appelle Q&A, questions-réponses. Là, vous pouvez nous poser des questions et Claire et moi, au fur et à mesure de la conférence, soit on vous répondra en direct, soit si ce sont des questions de compréhension directe, on se permettra d'interrompre Anna et Michel. Et sinon, on gardera les questions pour la fin et après leur intervention, Anna et Michel vont répondre à ces questions qu'on leur traduira ou qu'on leur lira. Juste un instant, para los que estén buscando la conferencia en español, tenemos en la barra abajo, tenemos un icono planeta y eso pueden clicar en este icono y allá van a encontrar y se pueden conectar en español. Lo voy a poner de nuevo en el chat. Voilà. Je vous propose de commencer. Merci beaucoup encore au nom de l'ambassade de France français du Chili, Michel Bert et Anna Gimenton. Première question, est-ce qu'on dit Gimenton ou Gimenton autrement? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris en fait la question. Votre nom de famille, Anna, parce que je me dis peut-être que je le prononce mal. C'est Gimenton. Gimenton, d'accord. Alors, Anna Gimenton et Michel Bert en direct de l'Université Lyon 2. Merci beaucoup à vous. On vous écoute. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette présentation, introduction, et merci de nous avoir invités pour discuter avec vous autour des questions qui nous tiennent particulièrement à cœur. Dans cette présentation, nous allons vous exposer quelques points de réflexion
autour du plurilinguisme tel qu'il est vécu par les individus que nous avons côtoyés dans nos divers terrains de recherche. En particulier, nous allons parler de situations de contact entre langues dominantes et langues dominantes comme par exemple le français ou l'espagnol, et des langues minoritaires ou minorisées, comme par exemple le breton, l'occitan en France, ou bien le mapudungun et le yagan de Patagonie au Chili. Donc voici le plan de notre présentation. Nous allons commencer par l'aperçu de ce que c'est que la diversité linguistique et qu'est-ce que l'on entend par les menaces à la diversité. Nous allons nous questionner sur le biplurilinguisme, qu'est-ce que l'on entend par ce terme. Et ensuite, nous allons parler de notre contexte de recherche, nos terrains, nos approches, pour ensuite passer à l'autobiographie et à la biographie langagière, pour ensuite conclure avec une brève discussion. Alors, le décor d'abord avec la diversité linguistique. Le nombre de langues dans le monde, 6 à 8 000. En général, les gens pensent qu'il y en a beaucoup moins. L'imprécision s'explique pour différentes raisons. On pourrait éventuellement revenir là-dessus. Ici, on voulait insister sur la répartition inégale de ces langues à travers le monde. Et on voit par exemple à travers le camembert que l'Europe est une région relativement pauvre linguistiquement. Si on regarde par contre la map monde à côté, on a l'impression que une des zones de grande diversité linguistique, ce serait l'Afrique. Mais en fait, il vaut mieux penser que la diversité linguistique, non pas à travers les langues, mais les familles de langues. Je vais prendre un exemple. Ici en France, le Luxembourg, la région du Luxembourg est sentie comme très plurilingue. Et on y parlerait luxembourgeois, allemand, alsacien, flamand, anglais, français, j'en oublie sans doute. Oui, beaucoup de langues, mais toutes des langues indo-européennes. Et après tout, de 2 sous-familles seulement, les langues romanes, issues du latin, les langues germaniques. Alors que dans certaines parties du monde, comme en Amérique du Sud, par exemple, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est non seulement des langues qui sont en présence, mais des familles de langues. Donc, en quelques kilomètres, vous avez, par exemple, du chinois, de l'anglais, de l'arabe, d'une langue bantoue, des langues qui sont de familles différentes. On peut constater un parallèle étonnant entre la diversité biologique, c'est le schéma qui est en vert, plus c'est foncé, plus vous avez de diversité biologique, la faune et la flore. Et le schéma d'à côté, au milieu, en rouge, la diversité linguistique. Plus il y a de langues, plus c'est foncé. Et si on regarde la 3e diapo, on s'aperçoit qu'il y a une forme de coïncidence entre les deux. Et les zones en rouge indiquent des zones de hotspot de grande diversité, à la fois biologique et linguistique. Là aussi, on pourrait se demander quelle est la relation entre les deux. Cette inégale répartition, on la constate à travers ce constat. Avec 8 pays, vous avez déjà la moitié des langues du monde. Si on choisit bien les pays, ils sont justement dans cette aire, dans cette zone autour de l'équateur, on a la moitié des langues du monde. On ne va pas rentrer dans le détail, mais de toute façon, on vous donnera le PowerPoint. Alors, on sait aujourd'hui que cette diversité linguistique, elle est vraiment menacée. On en a pris conscience dans les années 90. En 2000, on a eu les premières estimations et l'UNESCO estimait, c'est le camembert, le cercle que vous avez sur le côté de l'écran, que la moitié des langues seulement étaient viables, avaient des chances de passer ce siècle, d'être encore parlées à la fin de ce siècle. Et à l'époque, ils mettaient dans la partie verte des langues pour lesquelles on n'avait pas encore d'estimation. Aujourd'hui, 2022, on sait que c'est pire. Et on sait que c'est la moitié des langues du monde qui risquent de disparaître au cours de ce siècle. Et sur la droite, vous avez la map monde, et là,
qui indique les langues en danger dans le monde. Le constat, il est rapide, c'est pas la peine de s'étendre, c'est illisible. Il y a trop de langues en train de disparaître. Alors, cette menace actuelle sur la diversité linguistique, de plus en plus d'acteurs en ont pris conscience et l'UNESCO, par exemple, a décidé d'organiser une décennie entière sur les langues indigènes, langues autochtones, ça dépend de la langue, des langues toutes menacées, et des décennies par l'UNESCO, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc là, la décennie à venir sera, une décennie à venir, ce sera sur la question des langues en danger. Alors, revenons à nos deux pays, la diversité linguistique en France, au Chili. Alors, en France, ils indiquent 26 langues, mais en fait, pour des raisons politiques, ils ont compté des dialectes d'une même langue. Pour le Chili, l'atlas de l'UNESCO indique 7 langues, je crois. La couleur de la puce indique le niveau de déclin de ces langues. Évidemment, la diversité linguistique d'un pays, ce n'est pas seulement les langues autochtones, les langues qu'on appelle régionales en France, c'est aussi toutes les autres langues qui sont parlées. Alors, à titre d'exemple, en 1999, pour la première fois dans un recensement français, on demandait aux gens les langues qu'ils parlaient. Et le résultat, c'est plus de 700 langues qui ont été citées. 700 langues parlées par des gens de nationalité française. Alors, je n'ai pas trouvé les chiffres pour le Chili, mais l'espagnol, évidemment, le français, l'allemand, il y a plein d'autres langues. Je ne sais pas s'il y a eu des recensements, mais c'est la norme pour les pays d'être plurilingues. Alors, nous voici à notre deuxième point de cette première partie, le biplurilinguisme. Donc, on va commencer par certains clichés, par certains mythes, si vous voulez, autour du bilinguisme, du plurilinguisme. Donc, le premier mythe ou cliché, c'est que le bilinguisme est une exception, la norme est le monolinguisme. Nous avons présenté, Michel vient de nous présenter la richesse et la diversité linguistique dans le monde. Il nous semble donc évident que ce premier mythe ne correspond pas du tout à la réalité des faits. Donc, si on considère qu'il existe dans le monde environ 6800 langues parlées dans 200 États, on voit très bien que le curseur penche plutôt vers le plurilinguisme que plutôt que sur le monolinguisme. Le deuxième point est il est difficile pour un enfant d'apprendre 2 langues en même temps et cela le retardera dans son développement. Donc ici, on touche à des questions liées au développement langagier. On observe des grandes différences entre individus, d'accord, des différences de développement. Et finalement, on voit que on peut trouver des différences entre individus chez le monolingue que chez le plurilingue. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle plusieurs langues qu'on va avoir un retard dans le langage, mais c'est plutôt une question de processus naturel d'acquisition que tout enfant, peu importe le nombre de langues qu'il parle, elle ou parle, est amené à faire. Il y a un message au milieu de la fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez. Veuillez déplacer cette fenêtre loin d'ici. Loin de. Non, vous ne voyez pas. C'est peut-être si, on la voit, mais je pense que c'est vraiment chez vous, en fait. Ah, ok. C'est très bien. Là, ça me dérange. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. Ok, c'est pas grave. C'était juste que j'étais un peu perturbée par ce message. Ok, donc troisième mythe. Il vaut mieux apprendre d'abord correctement une langue, ensuite on peut introduire une langue seconde.
Donc, c'est souvent un discours que, personnellement, j'ai entendu de parents me demandant si c'était OK de commencer avec 2 ou plusieurs langues. Et il faut savoir que l'enfant apprend les langues dans un environnement équilibré du point de vue affectif. Et si c'est le cas, il n'aura pas de problème à devenir monolingue, bilingue, trilingue, etc. Quand un enfant qui grandit dans un environnement difficile à cause justement de problèmes sociaux et ou affectifs, il peut effectivement manifester des troubles de l'acquisition, mais cela reste vrai aussi pour un enfant qui apprend une seule langue à la fois. Donc, il ne faut pas se priver des langues si elles sont parlées, bien évidemment, dans l'environnement langagier. Il faut parler pour que l'enfant apprenne la ou les langues de l'environnement. Et je termine par un 4e mythe. Il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi quelques-uns. Un vrai bilingue ne mélange jamais ces 2 langues. Ceux qui mélangent ne maîtrisent aucune des deux langues correctement. Alors, le mélange de langues est une étape fréquente, mais qui est utilisée. Le mélange des langues est aussi présent dans le discours de l'adulte, entre adultes. On mélange les langues pour des raisons, pour diverses raisons. Donc, c'est quelque chose qui est typique du parler plurilingue, le fait de mélanger les langues. Et comme disait François Grosjean, donc un psycholinguiste spécialisé sur des questions du plurilinguisme, il disait que le mélange des langues, c'est la 3e langue du bilingue. Donc c'est une pratique tout à fait normale chez l'enfant comme chez l'adulte qui a ou dispose de plusieurs langues dans son répertoire. Je passe maintenant à quelques points que j'aimerais discuter avec vous concernant le bilinguisme et le plurilinguisme. Donc, quelques éléments à prendre en compte. Je commence par la citation de Calvet. Il n'existe pas de pays monolingue et la destinée de l'homme est d'être confronté aux langues et non pas à la langue. Donc, on l'a déjà dit et répété tout au long de cette présentation jusque-là, que le monolinguisme est l'exception, le plurilinguisme est la norme, et donc les pays monolingues sont tout à fait rares parce que les individus qui font ces pays sont plurilingues. Et donc, tout au long de la vie de l'individu, il sera confronté à plusieurs langues, plusieurs cultures tout au long de sa vie, de l'individu. Deuxième point, c'est la plupart des individus dans le monde est plurilingue. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. C'est tout à fait vrai. Même si on est dans une famille monolingue, on est confronté à une 2e langue au cours de notre vie pour des raisons de mobilité, mais aussi d'apprentissage à l'école. 3e élément qui nous semble tout de même important à garder en tête, c'est que 50% des enfants de 8 ans sont scolarisés dans une langue qui est autre que celle de leurs parents. Donc, cet élément nous questionne aussi sur la scolarité vécue par les enfants. Donc, une scolarité dans une langue qui est peut-être au détriment de l'autre ou des autres. Et on sait que pour le développement conceptuel de l'enfant, il est préférable de promouvoir
le maintien des langues des familles au lieu de pousser les familles à abandonner leur langue pour adopter la langue dominante, la langue de l'école. Donc, c'est un point de vigilance qui nous semble tout à fait important à garder en tête. Et je termine par le 4e point, qui est une citation de Cummings, qui insiste justement sur la valeur d'une langue pour un individu. Donc, quand l'école rejette la langue de l'enfant, elle rejette l'enfant. Donc, le fait de pousser à l'abandon d'une langue, c'est une démarche qui va toucher l'enfant au-delà d'une simple, donc, qui va toucher l'affect et une partie importante qui constitue, voilà, ce qui fait partie de son processus de socialisation et d'acquisition. Oh, ça se voit pas. Alors, autre chose, donc je vais maintenant parler d'un point de vue scientifique, ce que c'est, est-ce que c'est pas le plurilinguisme. Donc je vais commencer par ce que le bilinguisme n'est pas. Le bilinguisme et le plurilinguisme n'est pas la capacité à maîtriser parfaitement 2 ou plusieurs langues. Ce n'est pas non plus un phénomène rare qui ralentit l'acquisition, mais ce que c'est la capacité d'un individu à utiliser 2 ou plusieurs langues pour exprimer ses intentions communicatives, pour communiquer avec les personnes autour de lui. C'est aussi l'usage de 2 ou plusieurs langues dans des situations diverses dans la vie quotidienne. Si on utilise 2 ou plusieurs langues quotidiennement, on peut se considérer comme un plurilingue. Et enfin, pour nous, c'est important aussi d'insister sur cette compétence d'interagir et de communiquer en plusieurs langues qui correspond donc à la compétence biplurilingue. Et donc maintenant, on va passer au 2e point qui concerne les contextes, les terrains et les approches. Donc, on va commencer par juste une petite introduction de nous-mêmes. Enfin, on va nous contextualiser dans cette présentation. Donc, nos cadres disciplinaires, vous allez le voir, nos méthodes, nos terrains sont très différents. Tout aussi comme les individus avec qui on travaille, mais on a des questionnements qui se rejoignent. Donc moi, par exemple, comme l'a dit Héloïse, je suis psycholinguiste. Je m'intéresse aussi aux questions sociolinguistiques liées à l'acquisition et à la socialisation bilingue, essentiellement des enfants et des adolescents. Donc, je m'intéresse plutôt à la première phase de vie, alors que Michel. Moi, je suis linguiste et je travaille sur l'occitan et le franco-provençal en France, des langues en train de disparaître. Donc, je travaille avec des locuteurs âgés et l'autobiographie langagière, c'est très important dans mon cas. Dans le cas des gens qui travaillent à la description des langues, on a besoin de savoir comment les gens ont appris cette langue. Est-ce que c'est dès la petite enfance? Est-ce que c'est plus tard? Auprès de qui? Est-ce qu'ils l'ont parlé toute leur vie? Ou avec qui? Est-ce qu'ils ne la parlent plus depuis un moment? Donc, c'est un outil sociolinguistique pour cadrer, pour identifier nos données. L'autobiographie linguistique, on l'utilise aussi, c'est une notion qu'on étudie à l'université avec nos étudiants et ils travaillent sur leur propre autobiographie langagière. C'est aussi un outil utilisé par les étudiants comme un cadre quand ils vont travailler sur le terrain. Et puis, c'est quelque chose qu'on présente, qu'on utilise dans le cadre de formation pour adultes,
par exemple des enseignants ou des acteurs socio-culturels. Voilà, j'ai aussi oublié de préciser que j'utilise la biographie langagière pour comprendre les contextes dans lesquels les langues sont acquises. Sont acquises, donc par exemple en famille ou à l'école, etc. Et maintenant, on passe, donc on va élaborer plus précisément le point central de notre présentation, c'est-à-dire l'autobiographie à la biographie langagière. Alors, qu'est-ce qu'on entend par autobiographie? C'est la façon dont les gens décrivent, racontent les langues qu'ils parlent, celles qu'ils connaissent, celles qu'ils ont oubliées parfois, mais aussi prendre en compte celles qu'ils oublient de citer, celles qu'ils ne mentionnent pas, celles qu'ils aiment, celles qu'ils n'aiment pas, les relations qu'ils ont avec ces langues. C'est un outil qui est utilisé par les thérapeutes, par exemple les orthophonistes, dans le cadre de la remédiation pour des problèmes de langage, pour des enfants, pour des adultes, par des enseignants, par exemple dans les classes qui accueillent des enfants allophones, ou dans des approches pédagogiques qui visent, qui ambitionnent, qui cherchent à valoriser la diversité linguistique et les compétences linguistiques des enfants. Et puis c'est aussi utilisé par les chercheurs qui travaillent en acquisition comme Anna, ou en description des langues comme moi, ou en psychopathologie. Alors, comment on obtient ces récits? Ça peut être très formel, des questionnaires, ou un peu moins formel dans le cadre d'entretiens. Ça peut être fait avec différents supports qui aident à ce que les gens racontent leur langue. Pardon. Par exemple, pour les enfants, on peut utiliser des fleurs, vous en avez des exemples ici. Et ils écrivent dans les pétales et ils choisissent les couleurs, les langues qu'ils parlent, qu'ils connaissent, qu'ils côtoient. Alors, ce n'est pas le dessin lui-même qui est intéressant, c'est le récit qu'ils font de leurs fleurs, par exemple. Pour des enfants ou plutôt des adultes, ça peut être la silhouette. Et les gens vont mettre les langues dans la tête, les mains, les pieds, hors du corps parfois. Et puis, on peut aussi obtenir des récits d'autobiographie langagière de manière totalement informelle. Par exemple, des locuteurs m'ont raconté comment ils avaient appris la langue quand je les emmenais en voiture rencontrer d'autres locuteurs. Alors, le récit qu'on obtient, il est construit, il est fait en général à partir de noms de langues. Je parle telle chose, je parle l'anglais, j'ai appris l'espagnol, je comprends le français, j'ai oublié le latin. Donc, c'est toujours avec les langues qu'on décrit son histoire, mais tout le monde n'a pas la même définition de ce qu'est une langue. Tout le monde, en plus, n'a pas forcément la même définition de ce que c'est que parler une langue, connaître une langue, savoir une langue. Il y a vraiment des différences entre les gens. Donc, on a des récits qui sont très subjectifs. Ça va dépendre des rapports que les gens ont avec ces langues. Alors, on vous a mis quelques exemples qu'on a entendus sur le terrain. Je commence peut-être. En jaune, je ne parle pas patois, je ne parle pas occitan, par quelqu'un qui me l'a dit en occitan. Un peu bizarre. C'est ma langue, dit avec un grand sourire. J'ai encore la scène sous les yeux en mémoire. C'était une jeune fille amérindienne dans une réserve aux États-Unis. La personne à côté de moi lui dit « Ah bon, vous la parlez ?» Et là, elle fait la grimace et elle me dit « Ah non, je la connais, je sais dire des chansons, des prières, mais je ne la parle pas, mais c'est ma langue. » En France, je parle un français écorché. En France, où l'insécurité linguistique, on y reviendra rapidement, est très très forte. Oui, et donc dans mon terrain en Italie, donc plus précisément en Vénétie, nord-est de l'Italie et en Sardaigne, j'ai entendu par exemple des discours qui portent plutôt sur l'insécurité vis-à-vis de l'italien que les personnes parlent. Donc, par exemple, je parle mon italien à moi, parlo il mio italiano,
e parlo l'italiano porcellino, je parle l'italien porcinet, donc l'italien qui n'est pas un italien raffiné, mais c'est un italien un petit peu comme l'italien écorché. Je ne parle... Ah non, ça, c'est pas une langue, c'est un pidgin, c'est un jargon. Alors, on va peut-être accélérer un petit peu parce que j'ai peur qu'on prenne trop de temps. Je vous laisse regarder la diapo. Le récit qu'on fait sur ces langues, ça dépend des liens qu'on a avec ces langues, des sentiments qu'on a pour elles, du statut de ces langues. Alors, on a essayé d'organiser un peu les exemples qu'on vous a donnés en fonction de différents thèmes. Ce qu'on voudrait montrer, c'est que à cause de ces différents thèmes, de ces différents éléments, des gens peuvent oublier des langues quand ils racontent leur autobiographie. Par exemple, ah non, ça, c'est pas une langue, c'est un patois, c'est un dialecte. Ou des gens ne citeront pas une langue parce que c'est la variété dialectale, orale, d'une langue standardisée. J'ai des exemples parmi mes étudiants pour l'arabe. L'arabe parlé, celui de la maison, ça ne serait pas une vraie langue. La seule vraie langue, ça serait l'arabe standard. En fait, ça arrive souvent quand les langues sont minorisées, stigmatisées, et donc elles sont dévalorisées et dévalorisantes. Et ça, c'est très fréquent dans beaucoup d'endroits du monde. Les punitions à l'école, j'en ai encore des exemples aujourd'hui, participent à cette honte de la langue. La langue devient un emblème d'appartenance à un groupe qui est dévalorisé, et ça sera des bouseux, des pecnos. Alors, Andrea qui traduit, je ne sais pas ce que vous avez traduit par bouseux et pecnos, mais on trouve dans toutes les langues des mots désobligeants pour désigner les gens qui sont les sauvages, les voleurs et leur langue. On a toujours des exemples. Donc, ces langues-là, les gens ne les citent pas. Quand ils racontent leur langue, ils ont tendance à les oublier. Il y a aussi des langues qu'on oublie parce qu'on souffre d'insécurité linguistique, c'est-à-dire qu'on a des doutes sur ses compétences. Je vous donne un exemple. Dans un amphithéâtre en première année à l'université, il y a 200 étudiants. Quand je demande combien parlent l'anglais, il y a 5 mains qui se lèvent. Ces étudiants, ils ont étudié l'anglais pendant 7 ans. Et ben, ils ont des doutes sur leurs compétences en anglais dans un climat, la France, où on a même une insécurité face au français. Elle est très, très forte. Je vais faire des fautes, je ne vais pas y arriver, je vais me tromper. Donc, évidemment, comment assumer une langue étrangère quand on a même des doutes sur sa propre langue? Ça va dépendre. On peut aussi oublier des langues à cause de l'expérience de vie, avoir une expérience malheureuse ou triste, un contact avec une langue qu'on n'aurait pas souhaité. Quand j'ai commencé à travailler, c'était par exemple l'allemand pour des gens maintenant très âgés qui avaient été prisonniers de guerre et ne citaient pas l'allemand. Ils en connaissaient pourtant certains mots et même parfois plus, mais cette expérience de vie était vraiment trop dure à assumer. À l'inverse, on va citer des langues parce qu'elles sont essentielles d'un point de vue identitaire, culturel, communautaire. C'était l'exemple de la jeune fille dans la réserve de l'État de Washington. Sa langue, c'était vraiment quelque chose d'identitairement très, très important. Et on peut donc citer des langues qu'on ne parle pas. J'ai des cas parfois parmi des étudiants en France. Et ça arrive aussi pour l'occitan, pour le franco-provençal, mais elles sont primordiales pour les gens et donc elles font partie de leur autobiographie. Il y a aussi un autre paramètre auquel il faut penser, qui va conditionner l'autobiographie, c'est le contexte dans lequel on va raconter ces langues. La relation qu'on a avec la personne qui pose les questions, les attendus qu'on suppose de cette personne, la façon dont a été présenté l'exercice. Donc, il faut toujours faire preuve de bienveillance, penser à comment on présente l'exercice, comment on se présente soi,
Et puis, ça peut être un exercice relativement intime, donc il faut être prudent parce que ça fait appel à un récit de vie de la personne. Alors, donc, là, compte tenu des discours qu'on produit sur les langues parlées, sur les langues utilisées, etc., nous présentons un certain nombre de défis qui s'imposent aux chercheurs face aux mots, à ces mots qui sont utilisés par les locuteurs et locutrices pour décrire leur autobiographie langagère, leur parcours de vie, leurs expériences avec les langues. Nous vous avons montré ces dires de nos terrains respectifs. Et justement, ces dires nous poussent à nous interroger, à nous questionner en permanence sur nos outils de recherche. Donc, par exemple, Michel, toi, tu as été confronté par exemple, la remise en cause de certains termes qui sont utilisés en vue des expériences de terrain. Par exemple, aux États-Unis, dans l'État d'Oregon, l'Atlas UNESCO met en noir les langues qu'il considère comme des langues mortes en noir. La petite puce est en noir. Les gens sur place ne parlent pas de langue morte, ils parlent de langue dormante. Et je connais deux exemples aux États-Unis, un en Australie, de langues qui n'étaient plus parlées et qu'on a réussi à ranimer. Des passionnés ont fait cet exercice. Et dans plusieurs endroits du monde, des linguistes accompagnent des membres des communautés pour aller fouiller dans les bibliothèques, pour trouver quelques listes de mots, trouver parfois un vieil enregistrement. Et donc, s'il y a un besoin social autour de la langue, s'il y a des enjeux aux États-Unis, avoir une langue, c'est garder sa réserve. Et avoir une réserve, c'est avoir des financements pour l'éducation, pour la santé, c'est extrêmement important. Donc, il y a un enjeu. Et on peut tenter de ranimer, c'est arrivé parfois, ces langues qui pourtant ne sont plus parlées. Voilà, donc un autre point qui nous paraît important de soulever, c'est un point qui concerne les ressources. Les ressources évoquées dans les récits des informateurs et informatrices ne sont pas forcément de nature linguistique. Comme Michel a présenté l'exemple de « c'est ma langue, mais je ne la parle pas ». Donc, le fait de parler d'une langue constitue une façon de la rendre vivante. Et donc, de la rendre vivante dans le récit, la narration. C'est le cas que Michel vient d'évoquer pour les langues dormantes. Enfin, parfois se contenter aussi du déclaratif qu'on va récolter auprès des informateurs ne permet pas de saisir justement les complexités des répertoires, les relations des locuteurs avec les langues et leurs pratiques réelles. Et si on s'y intéresse, de s'interroger justement sur les compétences des locuteurs. Il faut aller au-delà de simples déclaratifs. Et je pense qu'on est bon pour le temps. Et en guise donc de discussion, on va élaborer, on va discuter justement de ce travail de détailler, qu'est-ce que ça signifie de détailler les langues de son répertoire. Eh bien, détailler les langues de son répertoire signifie reconnaître ce que l'on peut considérer comme étant mentionnable ou pas, selon les critères vus comme étant pertinents pour la personne qui produit ce récit. Mais au fait, qu'entendons-nous par langue dans un répertoire langagier?
nous avons vu que souvent, lorsqu'on est interrogé sur les langues que nous parlons, nous ne citons pas forcément toutes les langues, tous les systèmes linguistiques que nous utilisons pour X ou Y raison, ou des langues qui sont pourtant importantes pour nous. Et pour l'élaboration d'une biographie langagière, il s'agit donc non seulement de nommer, mais de reconnaître ces langues, sa langue ou ces langues, comme faisant partie de son propre répertoire, reconnaissant que nous en faisons usage. Donc cette reconnaissance, elle n'est pas neutre et souvent chargée d'émotions, car ces langues sont loin d'être des systèmes neutres, mais sont chargées d'émotions et d'expériences. Et enfin, cette autobiographie langagière, cet outil puissant, nous permet de mettre en exergue deux dimensions. D'une part, la subjectivité de l'exercice de nomination, de reconnaissance des langues, qui constitue l'autobiographie langagière, et d'autre part, la dimension factuelle et objective sur laquelle repose le travail du chercheur. Ce travail qui pourrait avoir besoin de cerner les situations où l'on parle telle ou telle langue afin de mieux comprendre les éventuelles difficultés ou tout simplement les trajectoires de vie et d'acquisition des différents individus. Donc cette dimension ne peut toutefois pas se passer de l'étude du rapport à ou rapport aux langues et donc de la dimension affective sous-tendant les ressources linguistiques disponibles aux locuteurs. Et donc arrive la question, donc comment arrive-t-on à reconstituer une biographie langagière qui reste fidèle à ce que nous disent les gens? Il devient donc une évidence qu'il faut dépasser une vision de la langue comme un système discret, donc un système qui étanche l'un à l'autre. Et c'est indispensable justement de dépasser cette vision pour mieux comprendre la relation intriquée entre l'individu et ses langues. Enfin, l'autobiographie langagière est un portrait produit à un moment donné et est susceptible d'évoluer avec le temps. Donc, il y a une dimension, une temporalité qui est spécifique à cet exercice. Et il s'agit également d'un outil puissant dans le sens où il pointe en même temps vers non seulement des langues, des ressources, des histoires, des cultures, mais aussi la façon dont l'individu, à un moment donné de sa vie, se rapporte à ces dernières. Et pour finir, la richesse de cet outil, de l'outil de la biographie langagière, permet d'éviter l'écueil du risque de réification de l'essentialisation de la langue comme une entité discrète, déconnectée de la réalité sociale et des trajectoires et expériences personnelles. Merci beaucoup pour votre écoute et on sera ravis de répondre à vos questions. Merci infiniment, Anna et Michel, pour cette intervention très intéressante. J'espère que ça a plu à tout le monde. Alors, il y a principalement deux questions, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui vont arriver après. Je vais vous poser la première question et pendant ce temps, je vais lancer un tout petit questionnaire. C'est pour nous, pour savoir où vous êtes, dans quelle langue vous avez, c'est un peu le sujet, dans quelle langue vous avez écouté cette conférence. Donc, si vous pouvez répondre, ce serait vraiment impeccable pendant que, ça vous prendra 2 secondes, pendant que Anna et Michel vont répondre à ces questions. En fait, il y avait plusieurs questions de la part de David Mauricio. Alors, je vous les lis. Qu'est-ce qui se passe avec des langues en plein droit qui sont en train d'être réduites à un dialecte d'une autre langue pour raisons hégémoniques ou politiques? L'exemple le plus clair dans ce cas, c'est le valencien, langue espagnole, qui est de nombreuses fois
tenté d'être passé comme un dialecte du catalan. Vous relis ou… Enfin, peut-être que l'exemple du valencien, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple du valencien, mais en tout cas, la question générale. Oui. Peut-être déjà, qu'est-ce que c'est qu'une langue, qu'est-ce que c'est qu'un dialecte, déjà? Je pense que c'est une question intéressante pour pouvoir répondre à cette question-là. On ne commence pas par la question la plus facile, hein, parce que les linguistes n'ont pas de critères objectifs pour décider qu'est-ce qu'un dialecte, qu'est-ce qu'une langue. Il y a des réponses faciles, qu'est-ce qu'une langue, un dialecte avec une armée, mais on évacue le problème. En fait, c'est subjectif. Il y a le point de vue des linguistes qui étudient les systèmes et qui comparent les parlers, et s'il y a un taux de ressemblance suffisant, ils vont considérer que c'est des parlers d'une même langue. Il y a le point de vue social. Est-ce que les gens considèrent que c'est une langue apparentée à une autre, différente d'une autre? Par exemple, en Europe, en ce moment, il y a tout un débat entre le russe, l'ukrainien, le polonais. Est-ce que l'ukrainien serait plus proche du polonais, plus proche du russe? Et vous voyez bien que c'est plein de dimensions affectives, sociales, identitaires, et les linguistes n'ont pas de solution à ça. Alors, la question… Pardon. Oui, on pourrait aussi être beaucoup plus radical et dire que tout est dialecte. C'est-à-dire que… Je vous entends pas bien. On pourrait aussi se dire que toute langue, que les langues n'existent pas et qu'on a affaire à des dialectes, si on veut être aussi radical. Mais la question est loin d'être… on n'a pas le temps de discuter autour des définitions qui font débat aussi au sein de la communauté des linguistes. Mais c'est vrai qu'il y a différents facteurs qui entrent en jeu. Et Michel en a déjà parlé, le facteur social, le prestige, qui va donc donner plus de prestige à la langue, donc une langue qui est officielle et donc une langue qui n'est pas officielle ou une langue régionale minorisée serait un dialecte, par exemple. Mais ça dépend aussi des situations qui sont spécifiques, et aussi des cultures et au sein de la société, au sein de la communauté scientifique. Parce que, par exemple, dans le paysage sociolinguistique italo-roman, on a parlé de dialecte et langue régionale n'est pas aussi scandaleux comme ça l'est dans le paysage francophone. Voilà. On ne connaît pas l'exemple du valencien, mais peut-être que ça s'apparente au parler d'Oïl, la zone d'Oïl en France par rapport au français. Alors peut-être que le mieux, c'est de donner notre contact pour que la personne nous écrive pour qu'on puisse échanger et voir si les situations sont apparentées. La situation des dialectes italiens en Italie, c'est encore une troisième configuration qui pourrait être intéressante à regarder. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, du coup, David parlait aussi de l'imposition sur les langues baléaraises. Alors, moi non plus, j'avoue, je ne connais pas ce contexte-là. Est-ce que vous connaissez ce contexte-là, Michel et Anna? Il y a beaucoup de langues, hein, David. On a vu qu'il y a vraiment beaucoup de langues et beaucoup de dialectes. On n'a pas entendu le pays. C'est les Baléares. Les langues baléaraises, donc des Baléares, j'imagine. D'accord. Autrefois, c'était une langue de la famille des langues berbères qui était parlée, remplacée après par l'espagnol. Ce qui est intéressant dans le cas des îles Baléares, c'est qu'on pouvait siffler la langue. Et quand la langue ethnique d'origine a disparu, on s'est mis à siffler l'espagnol. Dans ces zones de montagne où les bergers ont besoin de communiquer entre eux, le sifflement, et c'est une modalité possible, ça existait aussi en France, elle existe en Amazonie, dans des régions montagneuses, en Turquie. Et voilà. En Turquie, je crois aussi. Turquie, oui, en Grèce, mais il y a aussi des exemples en Asie. Donc voilà, la langue a été remplacée, mais le sifflement est resté, on s'est simplement mis à siffler la langue remplaçante. Moi, j'ai une question, après je vais passer aux questions
qui nous ont été posées. Cette histoire de langue sifflée, j'en ai déjà entendu parler, ce n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais ça m'interroge quand même. Il s'agit en fait de dire que chaque son est remplacé par une hauteur du sifflement, c'est ça? Ou je me trompe? Ou une longueur? C'est-à-dire, ce n'est pas une langue en soi, c'est une transcription. C'est pas à l'écrit, mais c'est exactement la même langue qui est mise en sifflement, n'est-ce pas? Il n'y a pas une grammaire spécifique, il n'y a pas… Non. Il y a plusieurs façons de siffler, avec ou sans les doigts, avec un objet ou sans objet. Et donc, la façon de reproduire la langue orale n'est pas la même selon la technique. Mais en effet, on siffle une langue qui existe par ailleurs. On n'a pas d'exemple de langue sifflée sans qu'on ait la variété orale à côté. Ça n'existe pas. Mais par contre, comme vous le dites, on reproduit tellement bien la langue qu'on peut, en sifflant, avoir une discussion philosophique, politique, parler de son état de santé, des résultats de l'enfant à l'école. On est capable de siffler toute la langue. Super. Merci beaucoup. Alors, on avait d'autres questions. Une question sur… Alors, il y a Isabelle Guillaume-Verne qui nous demande « Les langues portent en elles une identité, une vision culturelle. Lorsqu'un enfant parle plusieurs langues, cela peut-il, du coup, une question, affecter sa recherche d'identité ?» Sa recherche d'identité. Alors, personnellement, je ne pense pas que l'identité dépend de la langue en soi. C'est-à-dire que elle n'est pas, elle est sans doute, elle est étroitement liée à un environnement social, culturel, qui est porté par la langue. Le fait de parler plusieurs langues va sans doute influencer différentes façons de voir et apercevoir et parler du monde chez l'enfant. Par exemple, voilà, donc je pense que ce ne va pas entraver la recherche d'identité en soi, mais ça va sans doute l'enrichir dans le sens que il aura plusieurs façons de voir, de s'exprimer. Parfois, il trouvera qu'une langue est peut-être plus efficace que l'autre pour, je ne sais pas, pour des questions pragmatiques, raconter une blague, etc. Donc, parler de conséquences sur l'identité me semble un peu… je mettrais quand même un peu de précaution sur cette remarque, mais le fait de raconter le monde, oui, ça va enrichir. Je ne sais pas si toi, tu peux dire quelque chose d'autre. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que moi, je ne travaille pas avec des enfants. Hélas, dans les langues sur lesquelles je travaille, il n'y a plus d'enfants qui apprennent la langue. Donc, je ne suis pas un bon exemple pour ça. Parfait. Merci beaucoup. Il y a Yolanda qui nous indique que le mixtec, je ne sais pas si je dis bien le nom de cette langue, le mixtec au Mexique peut être sifflé aussi. Alors, on avait une question. Alors, au sujet, je ne retrouve plus qui l'avait dit, mais bon, je vais la dire quand même. Une question sur l'espéranto, donc qui est une langue… alors, là, la personne parlait d'une langue artificielle, je ne sais pas si on peut dire une langue artificielle, en tout cas une langue qui a été montée de toutes pièces dans un objectif donné, et cette personne demandait… Alors, je suis désolée, je ne retrouve pas sa question, mais elle demandait… Cecilia Aburto. Ouais, tu l'as, Claire, pardon. Oui, qui dit Cecilia Aburto. Que pensez-vous de l'espéranto? C'est une langue artificielle, mais une langue, point d'interrogation. Mon fils l'apprend et peut la parler, moi je l'apprends. Alors, l'espéranto, c'est un exemple de langue artificielle, mais il y en a d'autres. Par exemple, le film Avatar. Alors, ces langues, elles ont quelque chose de particulier. L'espéranto, par exemple, il a été fabriqué en essayant d'être simple. C'est un peu une illusion, mais en éliminant les exceptions
Et ça, c'est particulièrement artificiel. Mais c'est bien une langue, d'autant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à élever leurs enfants en espéranto. Les deux parents parlent espéranto, il y a donc des familles qui ont choisi l'espéranto pour communiquer avec leurs enfants. Et là, dans ce cas-là, on est obligé d'inventer des mots comme mon poussin, mon canard, quand on parle à un enfant. La langue devient une langue vivante, une langue de communication. Toutes les langues ont un vocabulaire spécifique pour les enfants, et ben il faut le créer. C'est intéressant aussi parce que c'est une langue, en théorie, la même langue partagée par tous. Et un peu comme le latin, demander à quelqu'un de dire des choses en latin selon qu'il est espagnol, allemand, français, anglais, il ne prononcera pas le latin de la même manière. Et c'est pareil pour l'espéranto. L'espéranto a des accents. Donc voilà, c'est bien une langue avec sa grammaire, son lexique, et elle est en train de bouger en fonction des besoins. Il y a un nouveau lexique qui se crée pour élever les enfants. Merci beaucoup. Alors, il y a Alejandro Marambio, je pense qu'il doit être au Chili, qui nous dit il y a un phénomène que j'ai constaté chez les jeunes Rapanui de l'île de Pâques et Mapuche. Ils peuvent apprendre plusieurs langues plus facilement que les hispanophones. À quoi, selon vous, est due cette caractéristique de ces personnes qui parlent les langues maternelles locales? Et après, il a rajouté, je veux dire, des langues locales aux langues non officielles. Après, la question de langue officielle au Chili est encore une question dont on pourra parler dans une prochaine conférence, puisque actuellement, comme le soulignait aussi David, il n'y a aucun texte, je vous rappelle, au Chili qui désigne l'espagnol comme la langue officielle du pays. Donc, il n'y a pas officiellement de langue officielle. Donc, cette question des jeunes Rapanui et Mapuche, peut-être d'autres groupes également qui auraient plus de facilité à apprendre plusieurs langues que ceux qui sont simplement hispanophones. Je pense qu'il y a deux choses peut-être qui devraient être éclaircies. C'est que, premièrement, ces autres langues sont-elles apparentées aux langues des répertoires des Mapuche, par exemple? Et donc, ça pourrait aussi expliquer la facilité d'avoir accès à d'autres systèmes linguistiques. Et d'autre part, c'est un mythe, quelque part, de dire que si on parle beaucoup de langues, on est capable d'en apprendre beaucoup plus. Mais je pense que c'est aussi lié, un facteur très important, c'est la volonté d'apprendre d'autres langues pour des besoins. Donc, c'est quelqu'un qui ressent le besoin d'apprendre plusieurs langues se donnera les moyens pour apprendre. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans une situation de besoin parce que, je ne sais pas, pour mobilité, pour des questions politiques, sociales, il n'y aura pas cet ingrédient de plus qui va motiver l'apprentissage. Donc, ça peut être aussi pour des questions donc, des systèmes linguistiques qui sont parlés, donc qui sont liés aux langues en question, ou bien justement pour des motivations sociales, motivation tout court, qui va donc pousser à l'apprentissage des langues. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Il y a un cliché qui dit que si on parle plusieurs langues, on va les mélanger. Il y a aussi un cliché qui, dans l'autre sens, va vers la survalorisation. Plus on parle de langue, plus on va avoir de facilité à en apprendre d'autres. C'est pas si simple. Si vous parlez plusieurs langues, mais qu'il n'y en a qu'une seule de légitime et que toutes les autres sont dévaluées, vous ne partez pas d'une situation très favorable non plus. Donc, le bilinguisme, c'est entre quoi et quoi? Entre quelle langue et quelle langue? En France, on se méfiera du bilinguisme français-turc et pas du bilinguisme français-anglais, jamais, jamais. Donc, il y a la légitimité des langues en présence qui peut jouer un rôle dans l'acquisition de futures langues. Apprendre une langue, ça peut susciter le sentiment de renier sa propre langue. Il y a toute une dimension affective et tirer des généralités
qu'elle soit favorable ou défavorable, c'est un peu rapide. Merci beaucoup. Alors, je regarde si on a, je pense qu'on a passé les questions qui étaient dans la partie questions-réponses, mais je regarde s'il y a d'autres questions qui seraient arrivées dans le chat. Il y en a beaucoup dans le chat. Ah, Claire, si tu les as lus, je veux bien que tu interviennes. Il y en a beaucoup. Alors, je prends la première. Comment peut-on entamer une autobiographie linguistique? Quels sont les outils et par où commencer? Une autobiographie linguistique. L'outil, je reprends le PowerPoint. Donc, par exemple, la silhouette, vous commencez à déjà réfléchir à la façon dont on présente les silhouettes, c'est de lister dans un premier temps toutes les langues et les cultures qui sont utilisées, parlées, qui sont proches de soi. Et donc, à chaque langue et culture, on va associer une couleur et puis on demande à la personne de remplir, soit de colorier la silhouette ou soit d'écrire les langues dans la silhouette. Et puis, à partir de cet outil-là, de la silhouette, on va poser des questions. Pourquoi tu as rempli les pieds en français, mais les mains sont en anglais et la tête est en espagnol ou en mapuche. Donc, voilà. Ça, c'était et donc, ça, c'est la façon dont on commence on a un support pour faire produire une narration, un discours qui va confronter la personne à ses langues et à son ressenti aussi, son rapport aux langues et cultures voilà. Ou les fleurs. Moi, j'aime bien quand c'est possible que réunir deux personnes, par exemple d'une même fratrie, un frère et une sœur âgés, puisque je travaille avec des gens âgés, et en fait, ils commencent, ou des voisins, et ils commencent à raconter leur expérience, à la comparer, et en fait, le récit se construit sans que vous ayez à poser de questions. Les gens échangent, comparent, et c'est très intéressant. Dans mon cas, deux personnes âgées, frères et sœurs, peuvent avoir une vision complètement différente de leur enfance et des langues dans leur enfance. Et vous ne saurez pas la vérité, vous saurez juste où sont les désaccords entre eux. Mais le dialogue, faire dialoguer entre eux des gens, ça donne des résultats assez spontanés, avec moins de besoin d'intervention de l'observateur. Ça peut être une façon de démarrer le récit. Il y a une question liée de la même personne. Quel est le rendu final d'un travail biographique linguistique? Un document écrit, point d'interrogation. Avez-vous un exemple de biographie linguistique détaillée, un document ou un livre peut-être? Personnellement, je travaille l'outil d'autobiographie langagère ou biographie langagère n'est pas pour moi la fin en soi, mais c'est un outil qui me permet personnellement de comprendre des situations d'acquisition, un ressenti là où il y a… donc, de mieux comprendre, si vous voulez, des données que je vais recueillir ailleurs, dans d'autres situations. Donc, par exemple, dans des interactions entre familles. Dans mon terrain personnel, c'était… un de mes terrains, c'était l'interaction en famille, dans une situation où il y a l'italien et le vénitien qui sont parlés en même temps, mais on s'aperçoit que les adultes s'adressent systématiquement en italien aux enfants, mais entre adultes, ils utilisent l'italien. Et donc ça, j'ai récolté des données d'interaction. Et ensuite, avec une biographie langagère, ça me permet aussi de voir un peu quel est le ressenti des langues et quelles sont les langues qui sont utilisées, dans quel contexte, etc. Donc, c'est un outil qui permet de faire dialoguer,
d'expliciter des pratiques qui sont observées, mais faire expliciter ces pratiques-là par les personnes qui ont été observées dans d'autres situations d'interaction. Donc, par exemple, j'ai pu demander au cours de l'entretien avec le grand-père de l'enfant que je suivais en Vénétie, et il me disait, oui, voilà, donc moi, je ne peux pas parler le dialecte, le vénitien, avec mes petits-enfants parce que c'est mon fils, donc le papa de ses petits-enfants, qui ne me laisse pas l'utiliser. Même s'il n'a jamais dit, son fils, il n'a jamais explicité le fait d'interdire le vénitien, mais dans ses pratiques, dans les pratiques de son fils, où il privilégier l'usage de l'italien avec les générations plus jeunes, avait mis un interdit implicite dans cette famille. Mais l'autobiographie m'a permis de mieux comprendre aussi le ressenti, l'envie de parler en vénitien avec les générations plus jeunes. Donc en soi, il y a des gens qui travaillent sur la biographie langagère tout court, mais tel que nous l'utilisons, c'est pour mieux comprendre, avoir plusieurs données qui nous permettent de mieux comprendre la complexité du plurilinguisme de la situation en question. Ok, il y a encore deux questions sur le chat, une sur l'intercompréhension et une sur la qualité du français. Sur la qualité du français, quelqu'un qui demande. Moi, je ne vis pas en France, mais quand je vois comment la jeunesse française parle et surtout écrit la langue française, c'est pas trop beau à voir. Moi, je ne suis pas française, mais j'ai beaucoup d'affection pour la langue. Et la façon dont les jeunes aujourd'hui en parlent, ça craint. Voilà. Vas-y. Oui, mais la façon dont les jeunes aujourd'hui parlent le français, elle fera rêver les gens dans 3 siècles, qui trouveront que le français a beaucoup changé, beaucoup bougé. Toutes les langues évoluent, toujours les plus jeunes innovent, et puis il y a une partie des innovations qui disparaissent, c'est un effet de mode, et d'autres qui rentrent dans la langue, qui la font bouger. Tout, c'est l'état naturel d'une langue que de changer. D'accord. Et une question sur l'intercompréhension. Je suis en train d'essayer de la retrouver. Je sais qu'au début, la première question, c'est est-ce que vous connaissez la... J'arrive pas à le retrouver. Voilà. Bonjour, j'aimerais savoir si vous connaissez l'intercompréhension et si vous l'incluez dans votre travail pour sa valeur de communication via la compréhension de l'oral et de l'écrit. L'intercompréhension. Alors, il peut y avoir des langues qu'on n'utilise pas effectivement, mais qui nous servent de passerelle vers d'autres langues. Par exemple, le latin, je l'ai appris à l'école. Je l'utilise un tout petit peu dans mon activité de chercheur, mais par contre, ce que je connais du latin m'aide à lire de l'espagnol. Avec mon français, mon occitan, mes racines latines, ça va m'aider à déchiffrer. Donc, dans les langues d'un individu, on peut avoir des langues comme ça. Des étudiants sénégalais me disaient je parle sérère et pulaar, du coup je comprends facilement le wolof. Voilà, ça marche entre langues apparentées plutôt. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, en effet. Mais par contre, quand les gens racontent leur langue, ils ne pensent en général pas à ça. Ils ne pensent pas qu'une langue peut servir de tremplin vers une autre, qu'on peut comprendre une troisième langue parce qu'on en parle deux de la même famille. Spontanément, en général, ça ne vient pas. Mais dans le cadre d'une discussion, ils reconnaîtront ils prendront conscience que oui, les langues servent aussi à ça. Mais ça suppose aussi qu'il y a
rapports non conflictuels entre ces langues. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple de la Sardaigne. Le nord de la Sardaigne a une variété, donc le logudorien, et la partie sud, méridionale de la Sardaigne, et le campidanien. D'accord? Donc, ces deux variétés du sarde. Et si on regarde les deux variétés, on peut très bien avoir de l'intercompréhension. Mais en aucun cas, une personne du Nord va accepter qu'il peut comprendre la variété du Sud et vice-versa. Donc, l'intercompréhension dépend aussi de la volonté des locuteurs et des situations sociopolitiques qui vont influencer cette envie de coopérer et d'apprendre, de comprendre la langue ou la variété de l'autre. Il y a des commentaires dans le chat, mais il n'y a pas d'autres questions. Les gens qui témoignent, qui font des il y a encore une autre question de David qui s'éloigne un tout petit peu du sujet, mais on peut la poser. C'est par rapport au français lui-même. Et il dit en France, les anglicismes sont habituels, bien qu'il y ait des mots français qui existent, par exemple au Québec. Par contre, au Québec, les mots français sont encore vivants. Stationnement, alors qu'en France, on attend sa mère parking. Fin de semaine, alors que chez nous, on dit week-end. Et il dit que c'est la même chose avec les langues italiennes. Je ne sais pas si vous avez un commentaire sur cette constatation, on va dire, plutôt qu'une question, je dirais. Vous pouvez, donc c'était juste, j'étais en train de regarder comment arrêter le partage. Donc c'était par rapport aux langues, enfin aux anglicismes. Qui, en France, alors par exemple au Québec, on a moins d'anglicismes. Ceci dit, il me semble qu'au Québec, il y a parfois d'autres anglicismes pour des mots qu'on dit en français. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez un commentaire là-dessus. Pour vous dire que la situation en Italie, c'est il y a énormément d'anglicismes. Donc, par rapport à à toutes les traductions des termes qu'on trouve dans un paysage francophone, que ce soit au Québec pour différentes raisons et en France pour d'autres, il y a quand même une différence nette. Donc, une présence d'anglicisme beaucoup plus importante en Italie qu'en France. Et est-ce qu'en Italie, il y a un discours sur les anglicismes? Non. Et il n'y a pas de discours sur les anglicismes. Les anglicismes, pardon. Les anglicismes. Merci beaucoup. Excusez-moi, je réponds juste. Il y a des personnes qui ont eu du mal à retrouver le sondage. Donc, je leur expliquer juste en quoi. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas, on a eu aussi des commentaires sur effectivement, il y avait une personne qui disait que pour moi, l'espagnol, c'est la langue de cœur, et puis la langue d'apprentissage, c'est elle. Et je pense que c'est vraiment des choses qu'on va découvrir quand on pratique justement, on fait appel à cet outil qui est l'autobiographie ou la biographie langagière, qui est un très bel outil qu'on recommande de pratiquer ici au Chili. Ce serait formidable s'il se pratiquait pour qu'on puisse un petit peu mieux connaître la situation linguistique ici au Chili. Il y a des personnes qui disaient c'est dommage que le multilinguisme se perde au Chili. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que effectivement, on a eu l'exemple de cette dernière locutrice quelle était la langue C'est le Yagan. Du Yagan, voilà. Voilà. Mais Michel disait que ce n'est pas la dernière locutrice, en fait. Sa petite fille a habité avec elle pendant plusieurs années, elle a appris la langue, elle connaît la langue, elle peut parler la langue, mais elle n'a pas le statut de locutrice, elle est trop jeune, elle vit en plus en Allemagne. Donc, quand est-ce qu'une langue s'arrête? Elle arrête d'être parlée quand il n'y a plus qu'une personne, quand on ne peut plus échanger, mais on connaît des choses, on sait des choses, est-ce qu'on a le droit d'être reconnu comme locuteur?
Et Après, moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le multilinguisme au Chili comme en France. Par contre, c'est sa reconnaissance qui peut… donc, nous, c'est pour ça, je vous rappelle qu'on organise ce cycle de conférences pour mieux comprendre et faire valoir le multilinguisme au Chili, qui peut-être qu'il y a effectivement des langues qui sont un peu moins parlées qu'avant, mais il y a aussi beaucoup de langues de migration au Chili, et en particulier le créole haïtien qui est parlé par énormément de gens ici au Chili. Et c'est important de savoir, de comprendre qu'au Chili, de fait, on a un contexte multilingue. Au-delà, par exemple, de cette communauté, ici, la plupart des gens ont suivi la conférence en français. On remercie Andrea d'avoir permis aux locuteurs hispanophones de la suivre en espagnol. Et effectivement, c'est un fait. Cette semaine devrait paraître dans un journal une tribune signée par les ambassadeurs des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, une tribune en faveur du multilinguisme. Et alors, les ambassadeurs n'ont pas vocation à donner de conseils dans les journaux, de conseils politiques, bien entendu, mais donc simplement pour exprimer de la part des ambassadeurs des pays membres de l'OIF cet intérêt pour le multilinguisme et le plurilinguisme au Chili, parce qu'on rappelle que ce sont deux choses différentes. Si on n'a pas d'autres questions, on va libérer tout le monde. Un immense merci à Michel et Anna d'avoir eu la gentillesse d'ouvrir ce cycle de conférences autour d'explorer le plurilinguisme. C'était vraiment formidable d'en savoir plus et de connaître cet outil. Donc, vous avez beaucoup de remerciements de la part des, je ne sais pas si on dit auditeurs dans une conférence, ou si on spectateurs, auditeurs. J'espère qu'on vous retrouvera peut-être pour d'autres projets, peut-être un jour au Chili. Et je remercie bien entendu Claire, Andrea, et puis évidemment toutes les personnes. Vous avez été nombreux à suivre cette conférence. On est très heureux. On vous annoncera très bientôt la prochaine conférence pour le mois d'avril, qui devrait être donnée depuis un autre continent que l'Europe. Ce sera très intéressant également. Peut-être que Michel et Anna pourront la suivre ou la suivre en replay plus tard. Merci bien entendu à l'ambassade de France et à l'Institut français. Et puis, on se retrouve très bientôt dans cette grande aventure du multilinguisme et du plurilinguisme. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.